le JT de la télévision Dunia. « 72 heures après la fête de l'Aïd El-Kébir, les prix des moutons n'ont toujours pas baissé. Les clients se plaignent. À suivre le constat d'une de nos équipes dans ce journal. 26e anniversaire de la disparition de l'ancien chef d'État du Burkina Faso, Thomas Sankara. L'Union des étudiants nigériens de l'université commémore cet anniversaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Quelques jours après la fête de Tabaski, les prix des moutons n'ont toujours pas baissé sur les différents marchés de la place. Les clients, eux, se plaignent toujours de la hausse des prix. Une de nos équipes s'est rendue sur plusieurs marchés de bétail. Voici leur constat. Quelques jours après la fête de la Tabaski, les moutons sont toujours disponibles en grand nombre sur le marché. Pour la fête, les moutons étaient hors de prix. 3 jours après la Tabaski, le constat est amer. Les prix n'ont connu qu'une baisse sensible. Avant la fête, les prix des moutons variaient entre 100 000 à 200 000. Mais actuellement, je n'ai qu'un mouton de 100 000. La plupart coûtent 50 à 80 000. Après la fête, les clients sont rares. Maintenant, nos clients sont ceux qui ont des mariages ou des baptêmes et dans une moindre mesure, les bouchers. Plusieurs vendeurs vont devoir retourner au village avec leurs moutons, invendus, faute de clients car les prix sont trop chers, se plaignent ces clients. Je suis venu acheter un mouton pour un baptême, mais il me faut 50 à 70 000. Donc il n'y a pas une grande différence. Il faut qu'ils songent à diminuer les prix car le pauvre souffre. Cette cherté s'explique par le fait que deux au village où les vendeurs se procurent les moutons, les prix sont élevés, soulignent ces vendeurs. On ne peut pas faire du commerce et perdre, raison pour laquelle les moutons, une fois sur le marché, coûtent cher. Mais après la fête, il serait préférable de revoir les prix, sinon les vendeurs seront dans l'obligation de payer les frais de transport pour ramener leurs moutons au village. Une autre charge à supporter pour des gens qui disent ne pas avoir fait un bon chiffre d'affaires. Restons dans le domaine de la fête de Tabaski pour parler santé, cette fois-ci avec des troubles digestifs. En effet, la consommation abusive de la viande de mouton entraîne des troubles digestifs. Comment éviter ces troubles? Comment surtout consommer la viande de Tabaski? Élément de réponse dans ce reportage signé Rachida Altine. La Tabaski est une grande fête ponctuée de repas abondants et surtout de grandes consommations de viande. Après la célébration de cette fête, l'alimentation de la majorité des Nigériens est riche en protéines animales, notamment la viande de mouton. La consommation excessive de la viande a des conséquences sur la santé. Le jour de la Tabaski, les capacités de l'organisme ne vont pas changer. Donc, tel que j'étais la veille de la Tabaski, c'est comme ça que je suis le jour de la Tabaski. Et l'organisme, l'appareil digestif, est habitué à effectuer un travail digestif bien particulier. Donc, du coup, lorsque le jour de la fête, on le met dans une situation d'excès, au bout d'un certain moment, il en a plus ou moins, il va vous alerter avec des petites sensations de nausée, façon de vous dire, il faut arrêter. Parce que c'est comme si vous avez l'habitude de faire un travail, n'est-ce pas, et que le lendemain, on vous dit de faire 10 fois le même travail. Donc, à un moment, l'organisme aussi dit qu'il en a assez. Donc, ça veut dire qu'on dépasse la capacité de l'estomac. Et c'est pour cette raison que, généralement, le jour de la fête, lié à la consommation de la viande, va faire en sorte qu'on a ces petits désagréments, notamment la diarrhée, qui est, comme je l'ai dit, le fait d'une consommation excessive de viande, l'organisme n'étant pas habitué. Surtout qu'autour de cette consommation de la viande, on a également l'association d'autres aliments comme les produits sucrés. Tous ces éléments vont faire en sorte que l'organisme se trouve au-delà de ses capacités
Et du coup, la capacité digestive également, cette aptitude digestive va se faire avec un moins bon rendement, ce qui va entraîner tout à coup les diarrhées et les inconforts qu'on ressent le jour de la tabaski. Le mode de cuisson préféré des Nigériens est la grillade au feu de bois ou à la friture dans l'huile ou dans la graisse du mouton égorgé. Toutefois, souligne le nutritionniste, il y a une manière de consommer la viande de la tabaski. Le premier conseil par rapport à la viande, comme je l'ai dit, c'est une source de protéines, c'est un élément important. Mais il faudrait se dire qu'on n'a pas besoin que de la viande. Parce que quand on consomme quelque chose, c'est pour être en parfaite santé. Et que lorsque j'en consomme plus que nécessaire, cela peut avoir des conséquences. Donc, le premier conséquence, ça va dépendre de la volonté de l'individu. L'individu doit se dire que si je mange ceci en excès, cela peut avoir des conséquences. Donc, vraiment, consommer la viande avec modération. Deuxième chose, il faudrait prendre le soin d'éviter les viandes insuffisamment cuites. Troisième chose, ce qu'on remarque également, c'est par rapport à certaines viandes qui sont exposées à température ambiante. Parce que lorsque vous exposez la viande à température ambiante, les micro-organismes qui sont présents dans l'aliment vont se développer et c'est ce qui va provoquer les maladies. Donc, il faut éviter les viandes qui sont conservées à température ambiante parce que la viande est propice à la prolifération de ces micro-organismes. Et bien entendu, lorsqu'on consomme de la viande, il faut toujours l'associer à certains végétaux, il faut l'associer aux fruits et légumes parce que c'est ce qui va permettre de faciliter la digestion. L'abus de la consommation de la viande, en général, entraîne des maladies, notamment la goutte, une maladie rhumatologique qui touche en général les articulations, le plus souvent l'articulation de la base du gros orteil. La cause principale est le taux élevé d'acide urique dans le sang dû à une consommation excessive de viande. La goutte va se manifester par les douleurs articulaires. Parce que c'est lié au fait que dans la viande, vous avez des protéines et ces protéines-là, donc dans leur métabolisme, vont conduire à des composés uriques. Donc, justement, c'est l'accumulation de ces composés-là qui va entraîner les douleurs au niveau des articulations. Et lorsque l'individu est dans une période de crise, n'est-ce pas, les articulations sont tellement douloureuses que l'individu a du mal à marcher. La goutte peut se manifester, notamment avec un dépôt de l'eau au niveau des membres. Donc, tout ceci associé fait que la crise de la goutte est extrêmement douloureuse. Et c'est pour cette raison, pour ceux qui souffrent de goutte, il est conseillé vraiment de prendre la viande avec beaucoup de modération, parce que lorsque la crise intervient, c'est extrêmement douloureux. Heureusement, des traitements thérapeutiques et préventifs existent. La goutte peut se soigner. Le premier traitement de la goutte, c'est justement d'avoir une bonne alimentation. L'alimentation en évitant au maximum les viandes, n'est-ce pas? Et pour pallier à ces viandes-là, il faut avoir d'autres sources de protéines, notamment les végétaux. Par exemple, le niébé est également riche en protéines, mais il n'a pas l'inconvénient de la viande. Ça, la première chose, c'est diminuer la quantité de viande consommée. La deuxième chose, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir des fruits et légumes qui contiennent des éléments protecteurs. C'est notamment la vitamine A, c'est notamment la vitamine C et la vitamine E. Autre chose, pour réduire les risques de crise, il faut boire suffisamment d'eau. Lorsqu'on a ces éléments-là en rapport avec l'alimentation, il faut toujours associer, n'est-ce pas, une pratique sportive de 30 minutes par jour. Donc, ça évite, n'est-ce pas, la survenue fréquente des crises de goutte. Okay. Les hypertendus doivent aussi faire très attention à la viande de mouton. Celle-ci est assez grasse et la graisse peut jouer sur l'hypertension artérielle, entraînant ainsi des crises. Pour éviter les troubles digestifs, les ballonnements de ventre, la diarrhée ou les vomissements qui surviennent peu après la tabaski, il faut diversifier son alimentation et manger des légumes et des fruits dont les fibres et la cellulose contribuent à une meilleure digestion.
La fête de Tabaski, toujours une occasion pour aller à la découverte d'un métier, celui de tanneurs qui sont allés d'ailleurs à la recherche du cuir. Ils sillonnent la capitale pour acheter les peaux de moutons immolés pour la Tabaski. Les peaux qui ont été donc ensuite traitées pour être vendues aux artisans locaux. Le reportage est signé Mariama Soumana. L'immolation du mouton de la Tabaski, les chasseurs de peau entrent en action. Ces personnes que nous appelons collecteurs de peau passent de maison en maison pour prendre les peaux du mouton en échange d'une somme souvent modique. Après l'achat, les collecteurs acheminent les peaux vers les différentes tanneries à l'image de celle de la corniche Gamkali. Ici, ce sont des milliers de peaux provenant des moutons de la Tabaski qui sont lavées, traitées avec des substances chimiques et végétales. Après cette première phase, elles sont mises à la disposition des artisans, souvent à moindre coût. Avec la fête de Tabaski, nous avons eu beaucoup de peaux. Nous traitons ces peaux pour les revendre aux artisans du Musée national, du Centre des métiers d'art, du village artisanal Wadata de Niamey et les Touaregs qui viennent de la brousse. Les prix de ces peaux varient entre 1250, 1750, 2000 francs ou même 2250 francs. Tout dépend de la qualité de la peau. Après le lissage, les peaux sont ensuite envoyées au teinturier. Leur tâche consiste à colorer la peau au goût de l'artisan. Les artisans qui achètent les peaux traitées les amènent chez nous pour la teinture. Nous achetons les colorants à partir du Nigeria voisin. Chacune des peaux est teintée à 250 francs ou 300 francs. Il y a la couleur rouge, la couleur verte, la couleur bleue, la couleur violette et même la couleur noire. Rouge et bordeaux, akwai rose, kowane iri couleur dai akwai shi anan an ka tambaya in ka zo ka tambaya akwai shi kowane couleur da ka so. De la collecte à la teinture en passant par le lissage, le travail du cuir demande beaucoup de temps et d'efforts. Il faut le souligner, ce métier de tanneur rapporte beaucoup car le cuir sert à la fabrication de chaussures, sacs, bijoux et autres accessoires. Des produits qui font la promotion de l'artisanat nigérien car ils sont souvent exposés dans plusieurs pays du monde. Je l'annonçais dans les titres de ce journal, l'Union des étudiants nigériens de l'Université Abdou Moumouni de Niamey commémore aujourd'hui le 26e anniversaire de la disparition du de l'ancien chef de l'État du Burkina Faso, le révolutionnaire Blaise Thomas Sankara plutôt. À cette occasion, plusieurs conférences débats ont été animées. D'autres précisions avec Siraji Idi Maman. Prévu pour le 15 octobre 2013, la commémoration de la disparition de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara par l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey-Ioun a été effective ce jour, vendredi 18 octobre 2013. L'objectif visé à travers la commémoration de ce 26e anniversaire de la disparition de Sankara est pour l'UNUN la pérennisation des actions menées par le panafricaniste qu'il fut. C'est aussi l'occasion pour nous de demander à toute la jeunesse africaine d'avoir comme source d'inspiration Thomas Sankara, qui assis à lui seul en 3 ans, il a su obtenir l'autosuffisance alimentaire, ce qui a manqué à nos États africains depuis les années des indépendances. De Thomas Sankara, Lyonoun retient l'image d'un homme qui a donné sa vie pour l'émancipation du peuple africain. Par notre ligne idéologique qui est le panafricanisme et l'anti-impérialisme, nous nous sentons obligés de commémorer la disparition de cet illustre dirigeant qu'est Thomas Sankara, qui était le président du Burkina Faso
qui a d'ailleurs quand même eu le courage de consacrer la nouvelle appellation de ce pays, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Il y a donc lieu de rappeler que la jeunesse africaine doit à jamais s'unir pour lutter contre ces fléaux d'impérialisme qui tend à nous amener à une nouvelle colonisation pour laquelle nous ne sommes pas prêts à nous engager. Et il faudrait qu'on sache combien il est important de se sacrifier, comme l'a fait Thomas Sankara, à l'exemple pour toute la jeunesse africaine, qu'on se sacrifie pour la nation africaine de manière générale et particulièrement en ce qui concerne notre pays, pour la jeunesse nigérienne. Des hommes comme Sankara, il en a existé en Afrique et l'UNUN entend à travers des activités comme celle-ci honorer leur mémoire afin d'amener la jeunesse africaine à prendre conscience du rôle qu'elle peut et doit jouer dans la libération de l'Afrique. Les malades dialysés rencontrent d'énormes difficultés dans le traitement de leur maladie. Les machines nécessaires au traitement sont en panne depuis près de 3 mois. Le groupe électrogène, lui, ne marche plus. L'association nigérienne des dialysés et insuffisants rénaux lance un cri de cœur. C'est dans un reportage signé Siraji Idimaman que nous retrouvons. Leur vie ne tient qu'à ces machines. Et depuis un peu plus de 3 mois, celles-ci sont en panne. Sans elles, pas de dialyse et sans dialyse, impossible pour les insuffisants rénaux de rester en vie pendant plus d'une semaine. En dehors du dysfonctionnement de ces machines, le groupe électrogène fait aussi des siennes, d'où ce cri de cœur de l'association nigérienne des dialysés et insuffisants rénaux. Nous avons 3 problèmes. Le premier problème est le problème des machines. Maintenant, il y a 3 à 4 machines qui sont en panne. Et quand les machines tombent en panne, on ne peut pas prendre les malades, ils ne peuvent pas faire les heures normales de dialyse. Les infirmiers sont obligés de leur faire 3 heures de dialyse au lieu de 4 heures, ou même 2 heures, ce qui ne va pas. Donc, il y a 3 à 4 machines qui sont en panne. Le château d'eau n'est pas suivi. Donc, tout de suite là, vous voyez, c'est un manque d'eau qui fait que les malades sont assis là. Les malades sont assis depuis 2 heures de temps, ils attendent que le château se remplisse pour qu'on ait... Parce que s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas faire de dialyse. Et le 3e problème, c'est le problème du groupe. Avec toutes ces coupures-là, maintenant, nous avons des problèmes de groupe. Quand il y a une coupure, les machines s'arrêtent. Et on n'a pas de groupe pour continuer la dialyse. Et c'est ça le problème. Vous voyez, tous les malades sont là. Ils sont là depuis 5 heures du matin. Ils ne peuvent pas dialyser parce qu'il n'y a pas d'eau. Il y a des coupures, il y a beaucoup de coupures. Donc le groupe ne marche pas. Et les 4 machines qui sont en panne là ne sont pas dépannées. Je veux profiter pour remercier le gouvernement parce que le gouvernement verse régulièrement notre subvention. La subvention est versée. Donc le gouvernement n'a rien à voir. C'est la gestion. Il faut voir notre gestion. Il faut nous gérer comme il faut. D'après le président de l'association nigérienne des dialysés et insuffisants rénaux, une subvention leur est octroyée par l'État chaque année, mais sa mise à leur disposition fait défaut. Le centre de dialyse de l'hôpital national de Lamordé prend en charge non seulement les dialysés du Niger, mais également ceux de l'espace UEMOA. Les autorités en charge de la santé se doivent donc de veiller à la prise en charge correcte de ces malades qui en ont pour toute leur vie. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, lui, a célébré ce matin à l'école Garbado 1 la journée mondiale du lavage des mains au savon. Une journée dont le thème est le pouvoir est dans vos mains. Al-Mokhtar Kaini pour plus de précisions. La présente cérémonie marque la commémoration de la journée mondiale du lavage des mains au savon, célébrée le 15 octobre de chaque année à travers le monde entier. À Niamey, c'est l'école Garbado 1 qui a servi de cadre pour cette fête illustrée par des chants et sketchs de sensibilisation sur le lavage des mains. Côté protocolaire, c'est le premier vice-maire du 4e arrondissement communal de Niamey représentant
Le maire qui a tout d'abord pris la parole pour souhaiter la bienvenue à l'assistance. Ensuite, le gouverneur de Niamey est revenu sur le but de la journée. Le ministre de l'Hydraulique a pour sa part donné l'objectif de la cérémonie. Le lavage systématique des mains au savon contribuerait ainsi fortement à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement en réduisant de 2 tiers le nombre d'enfants de moins de 5 ans d'ici l'an 2015. Le thème de la journée de lavage des mains au savon pour l'édition 2013 est « Le pouvoir est entre vos mains ». La signification de ce thème est de rappeler que chacun d'entre nous a le pouvoir de contribuer à créer des communautés plus saines à travers le lavage des mains au savon. Pour la célébration de cette journée, le choix que nous portons sur un établissement scolaire n'est pas le fait du hasard. Les enfants, ce segment de la société la plus dynamique, le plus enthousiaste, le plus ouvert au changement de comportement, car étant à la croisée des chemins. Entre le foyer, l'école et la communauté, ils sont aussi porteurs de l'avenir. Les élèves de l'école Garbado 1 ont saisi l'occasion pour livrer un message de doléance avant de le remettre aux mains de la première dame Aïssata Issouf. Protection de latrines existantes, la construction de nouvelles latrines. Nous vous remercions au nom de tous les enfants et en particulier ceux de l'école Garbado 1. Laver les mains avant et après les repas, un acte symbolique mais combien important pour la santé de tout individu. Cérémonie de remise de matériel roulant par l'Union européenne ce matin au ministère du Commerce d'une valeur estimée à plus de 173 millions de francs CFA, un don qui vise à améliorer les conditions de travail des agents du ministère. Isidore Banaba, Boubacar Souley. 9 véhicules pick-up double cabine, 2 véhicules berline et un important lot de pièces détachées, le tout d'une valeur de plus de 173 millions de francs CFA, c'est le don fait par l'Union européenne au ministère du Commerce. Un don qui permettra aux bénéficiaires, que sont les agents du ministère du Commerce, de toutes les régions du pays, de faire convenablement leur travail. Le matériel roulant, spécialement les 9 véhicules destinés aux régions, permettra, entre autres, aux agents du ministère de mener le contrôle de ces stocks emportés, de mieux apprendre la situation sur le marché, d'analyser et de contrôler la situation des prix et de saisir les produits en cas d'infraction. Les véhicules permettront notamment d'améliorer la couverture géographique des contrôles et la connaissance des pratiques sur le territoire. Depuis le mois de juillet 2012, l'Union européenne est aux côtés du gouvernement nigérien à travers le programme d'appui à la dynamisation du secteur privé et à la promotion des échanges. Un vaste programme qui cadre avec l'axe priorité numéro 4 du plan de développement économique et social PDS 2012-2015 qui concerne la promotion d'une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée. L'activité d'aujourd'hui constitue un couronnement de l'engagement de l'Union européenne de doter le ministère du Commerce et celui des Mines et de l'Industrie à travers le Bureau de restructuration et de mise à niveau d'importants moyens pour leur permettre d'assurer plus efficacement leur rôle dans la mise en œuvre du programme de renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République Issoufou Mahamadou, chef de l'État. Ces véhicules seront mis à la disposition des principaux acteurs du niveau régional et central, du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises et de l'unité de gestion du programme. Cela va faciliter l'atteinte des objectifs assignés au ministère du Commerce. Ce nouveau appui matériel porte à plus de 258 millions de francs CFA les investissements déjà faits dans le cadre de ce programme d'appui de l'Union européenne. H 2013 à présent, atterrissage cet après-midi même à l'aéroport international Diori Amani de Niamey du vol VIP transportant les pèlerins de l'agence de voyage et de pèlerinage Al-Isa.
Ils sont au total 40 pèlerins à prendre ce vol. Des pèlerins qui se disent bien évidemment satisfaits de leurs conditions d'hébergement. Donc nous remercions Dieu qui nous a permis d'être parmi les pèlerins 2013. Et donc cette année, nous avons voyagé avec Alisa. Et franchement, sans faire de la publicité, on était épatés par l'accueil et l'accompagnement d'Alisa. Depuis Niamey, on mangeait le plat de chez DG. On mangeait avec lui depuis ici à Niamey. Et on a été accueillis à Médine par des encadreurs qui nous ont accompagnés jusqu'à la Mecque. On a été accompagnés pour toutes les visites. On a fait avec eux. Tous les rites, on a fait ensemble avec eux. Et pour vous donner une idée, parmi nous, il y avait un gars qui était malade. C'est Alisa qui a payé l'argent pour lui faire le tawaf. En principe, c'est à la charge du pèlerin. Mais c'est Alisa qui a payé dans sa poche l'argent pour faire le tawaf à cette personne-là. Donc je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et c'est vrai, il y a eu un problème de restauration. Mais à notre niveau, c'est général, mais à notre niveau, on n'a pas senti parce que le DG a levé de sa poche pour nous faire manger. On avait tout à tout moment. On avait tout ce qu'on peut chercher, on avait à tout moment. On était vraiment encadrés. On avait des très bons encadreurs. On avait des très bons marabouts. On était vraiment bien, alhamdoulilah. À Médine, on était à 13 minutes à pied de la grande mosquée de Médine. Ce n'est pas donné à n'importe qui. À la Mecque, on était à 7 minutes à pied de la mosquée. Et l'essentiel, c'est d'aller prier. Nous venons de revenir de la Mecque sous l'agence Al-Isa. Donc vraiment merci. Depuis notre départ de Niamey jusqu'à Jeddah, jusqu'à Médine, nous avons été très bien encadrés. Nous avons été suivis par les encadreurs et même en personne par le directeur général. Ça, nous le remercions vraiment beaucoup. Le problème de la restauration, nous, on a entendu par d'autres agences. Parce que vraiment, nous ne savons pas. C'est après qu'on nous a dit qu'il y avait eu un problème de restauration parce que nous, on ne savait pas, parce que notre directeur général, avant même de venir, Al-Isa, avant même de venir, tout est prêt. Que ça soit de sucreries, que ça soit de l'eau, que ça soit de tout, même du thé, du café. Et c'est lui-même qui finance dans sa propre poche pour nous donner à manger. Mais nous, vraiment, ce problème-là, c'est par les autres agences qu'on a reconnu qu'il y avait eu un problème de restauration. Je demanderai à tous les pèlerins qui veulent partir faire un Hajj Mabrou de s'inscrire rapidement auprès de Al-Isa. Parce que Al-Isa, c'est le suivi. Et qui dit le suivi, vraiment, ça, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu fais un Hajj Mabrou. Dernier aspect de cette édition, une partie magazine, elle est relative à la situation socio-politique au Niger qui reste, vous le savez, dominée ces derniers temps par les efforts du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, à travailler avec toutes les forces vives de la nation à travers un gouvernement de large ouverture. Et depuis un certain temps, les alliances politiques se nouent et se dénouent au gré des animateurs du paysage politique. Des alliances qui se forment le plus souvent au détriment des intérêts du Niger. C'est un dossier signé Rachida Altini. Très bonne réception. Au revoir. Depuis son indépendance, le Niger a connu plusieurs alliances. Tout commence en 1993 avec l'Alliance des forces du changement, AFC, ayant permis l'élection au second tour de Maman Ousmane face à Mamadou Tandja. Le rêve était permis. Les Nigériens avaient espéré voir cette alliance alléger leurs souffrances et améliorer leurs conditions de vie. Mais l'entente n'a pas duré longtemps. D'autres alliances se font par la suite, notamment le Front pour la restauration et la défense de la démocratie, FRDD, qui comprend les protagonistes de la cohabitation du pouvoir de Barry Meinassara, et l'Alliance des forces démocratiques et sociales, AFDS, composée d'anciens alliés du pouvoir. Ensuite, la coordination des forces démocratiques, CFD, conduite par le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS. Viendront ensuite la CFDR, l'ARN, puis tout récemment l'ARDR. Pour les citoyens nigériens, la vie politique au Niger se caractérise tout simplement par un éternel recommencement. Vraiment, il ne s'agit même pas de la politique, il s'agit plutôt même de suivre son intérêt. Puisque chacun s'arrange là où se trouvent ses intérêts et que c'est le peuple qui endosse les erreurs et les responsabilités de tous ces trucs. C'est trop pour un pays comme le Niger. Parce que vraiment, moi personnellement, j'accuse la situation dans laquelle nous vivons, j'accuse vraiment les politiciens nigériens.
Parce que s'ils mettent du sérieux vraiment dans leur politique, le Niger doit avancer. L'alliance au Niger, parfois, ils se font selon leurs intérêts, selon l'intérêt des politiciens. Parce que depuis l'avènement de la démocratie, à chaque fois, il y a des alliances qui se font, mais jusqu'à maintenant, en réalité, il n'y a pas quelque chose de très... On ne voit pas le concret, quoi. Parce que s'il y a certains, dans chaque alliance, s'il y a des partis politiques ou bien il y a des leaders des partis politiques qui sentent que leur intérêt est menacé, vraiment ils essaient de faire leur calcul politique, quoi. Si on parle de l'objectivité pour faire ce pays-là un pays développé, je pense qu'on doit mettre tout le monde dans le bateau. Il faut que si un gouvernement est là, il faut que tout le monde vienne, contribue, apporte son aide, son soutien moral, physique et intellectuel pour que vraiment ce pays-là puisse en bénéficier de leurs fruits, de ce qu'ils ont acquis comme connaissances, formation, etc. Pour que vraiment, je pense que ce Niger-là, il a besoin de tout le monde dans les bateaux. L'union fait la force. Le fait d'unir les Nigériens pour collaborer, à travailler ensemble, vraiment, je vois que c'est important si ça arrive à réussir. Dans le cas où ça ne réussit pas, vraiment, ça a des inconvénients. Dès 1999, le président Issoufou Mahamadou a pensé à une autre façon de gouverner le Niger. Il s'agit de former un gouvernement d'union nationale. Si j'étais élu, je mettrais en place un gouvernement d'union nationale qui va rassembler toutes les forces vives. Je n'exclurai personne, parce que l'expérience montre que l'exclusion est une des causes des échecs enregistrés sous la 3e et la 4e République. Donc je mettrai en place un gouvernement d'union nationale, parce que j'estime que le prochain mandat sera un mandat de transition démocratique. Et c'est pour cela, le Niger étant aussi un pays très fragile, confronté à des problèmes énormes, il faut mobiliser toutes les ressources humaines dont le pays dispose pour pouvoir les jeter dans la bataille afin de nous attaquer aux graves problèmes économiques, financiers et sociaux que rencontre le pays. Suite aux élections présidentielles de 2011, il arrive enfin au pouvoir et dès sa prise de fonction le 7 avril 2011, Issoufou Mahamadou tend la main à l'opposition afin qu'elle participe à un gouvernement qui unit l'ensemble des fils du pays. À l'occasion du 54e anniversaire de la proclamation de la République, le 18 décembre 2011, le chef de l'État a réitéré cette proposition en appelant à nouveau l'opposition politique à participer à la gestion du pays. Cette idée sera par la suite soutenue par le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, principal allié politique du président Issoufou. Le président de l'Assemblée nationale avait alors estimé que l'option d'un gouvernement d'union nationale s'avère indispensable pour l'intérêt du Niger. La stabilité n'est plus pour la classe politique nigérienne un choix dans ces temps effrayants, mais une obligation, un devoir collectif qui appelle chacun à transcender ses sentiments et ses calculs. Un devoir impérieux qui peut nous imposer à tous, y compris au président de la République, d'aller tous ensemble dans la même direction, ne serait-ce que pendant quelque temps. Pourquoi pas au sein d'un gouvernement d'union nationale, avait-il clamé. Le président de l'Assemblée nationale a donc invité la classe politique, tous bords confondus, à intégrer un gouvernement d'union nationale, une proposition qu'il trouvait salutaire et susceptible de répondre aux exigences de l'environnement caractérisé par un climat d'insécurité menaçante. L'exemple de la République du Mali, ce pays voisin, si semblable à tout point de vue au nôtre, devrait pourtant nous inciter à la recherche par tous les moyens d'une union sacrée et non nous pousser au déchirement ou aux querelles politiciennes futiles. La stabilité n'est plus pour la classe politique nigérienne un choix dans ces temps effrayants, mais une obligation, un devoir collectif qui appelle chacun à transcender ses sentiments et ses calculs. L'opposition politique hésite alors à rejoindre le président dans son projet d'unification nationale. Les adversaires politiques pensaient que ce projet n'est pas légal. Consultés,
La Cour constitutionnelle du Niger a déclaré que la formation d'un gouvernement d'union nationale n'est pas contraire à la Constitution, contrairement à une certaine opinion qui se répandait. Pour cette partie de l'opinion, en démocratie, il y a toujours une majorité qui gouverne et une opposition qui doit servir de contrepoids. En dépit de son refus plusieurs fois manifesté sur l'idée du gouvernement d'union nationale, l'opposition politique nigérienne réunie au sein de l'Alliance pour la réconciliation nationale, ARN, revient sur sa position et accueille favorablement l'avis de la Cour constitutionnelle. La première fois, le gouvernement d'union nationale a été proposé à l'opposition. L'un des éléments essentiels, l'un de nos arguments essentiels pour ne pas rentrer dans ce gouvernement est effectivement ce verrou, quand nous pensons qu'il y a un verrou constitutionnel. Et nous l'avons évoqué en son temps. C'est ce qui justifiait le rejet de la proposition du président en son temps. Chemin faisant, le président de la République a continué à demander cette formation de gouvernement d'union nationale. Et au niveau de l'opposition, nous sommes des hommes politiques, nous avons apprécié, mais nous avons posé un certain nombre de conditions. Disons, nous avons voulu, avec le président de la République, s'entendre sur un certain nombre de choses. J'ai entendu dans les journaux, dans les télés, les gens ont parlé d'un certain nombre de conditions, mais n'ont jamais parlé de ce verrou constitutionnel dont je faisais cas. Ce qui a amené les autorités à demander à la Cour cet avis-là. Aujourd'hui, je pense avec cet avis-là qu'une épine est enlevée du pied du président de la République, mais aussi dans les pieds du gouvernement et de tous les citoyens qui veulent de ce gouvernement d'union nationale. Désormais, il semble que la direction politique du Mouvement national pour la société de développement, MNSD Nassara, principal parti de l'opposition, est favorable à une participation à ce gouvernement d'union nationale. Reste à présent à harmoniser sa position avec les autres alliés de l'opposition et singulièrement avec la Convention démocratique et sociale CDS-Rahama. La CDS, elle, exige la dissolution de l'actuelle Assemblée nationale qu'elle juge non représentative. Une autre de leurs conditions essentielles pour participer au gouvernement d'union nationale est la définition d'un programme politique commun. De longues discussions ont alors permis aux politiciens de s'entendre sur l'essentiel. Toutes les conditions étaient donc réunies pour former ce gouvernement inédit. Mais hélas, ceux qui avaient pris des engagements reviennent sur leur position, les mêmes qui prônent la cohésion sociale au Niger, qui demandent de mettre en avant les intérêts du pays, font volte-face. Malgré tout, le président Issoufou a gardé espoir et le gouvernement de large ouverture a vu le jour. Sont nommés membres du gouvernement. Ministre d'État à la présidence de la République, M. Abouba Albadé. Ministre de l'Urbanisme et du Logement, M. Habi Mahamadou Salissou. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Abdou Labo. Le 5 octobre 2013, 17 partis politiques de l'opposition, dont le groupe de l'ARN et le MODEM FA Lumana de Hamamadou, vont signer à la Maison des Jeunes et de la Culture Diadou Sékou de Niamey une déclaration de création d'un cadre nommé Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, ARDR. Nous appelons tous les partis politiques, tous leurs militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, tous les démocrates sincères à conjuguer leurs efforts pour constituer une alternative. Le Niger compte une multitude de partis politiques d'envergure et de longévité variable. Si pour un oui ou pour un non, la seule alternative pour les politiciens de régler les problèmes, ou plutôt de défendre leurs intérêts, c'est de créer des alliances, le Niger aura du mal à se développer et à répondre présent au rendez-vous des grandes nations. Lors d'une conférence de presse à l'occasion du mi-mandat du président de la République, le Premier ministre du Niger, Brigitte Raffini, a insisté sur cet appel du président. Les efforts doivent être conjugués et on doit éviter la dispersion des énergies. Voilà les termes dans lesquels le président de la République a convié donc l'opposition à cette idée de gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce que c'est le gouvernement d'union nationale? Il s'agit de convier tous les Nigériens à la gestion des affaires de l'État, du pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de bannir l'exclusion s'agissant de l'exercice du pouvoir. C'est ça l'objectif. Donc, ces clivages opposition-majorité, nous pensons qu'ils n'excluent pas qu'on se retrouve lorsqu'il s'agit de l'intérêt vital, de l'intérêt national.
Vous avez parlé de l'alliance qui a éclaté et la situation, vous dites, est tendue. L'alliance n'a pas éclaté. Il y a un membre de l'alliance qui a quitté l'alliance. On est loin de l'éclatement. Et il l'a dit lui-même, le président de l'Assemblée. Pour des raisons qu'il a indiquées, il a jugé utile de quitter l'alliance au pouvoir. Donc, en cela, il n'y a pas lieu que l'atmosphère soit tendue. Mais pourquoi? C'est le droit de chacun. Il y a la liberté d'association. Il y a la liberté d'opinion au Niger. C'est garanti par la Constitution. Donc, vraiment, je sais que la presse contribue souvent à faire monter cette tension. Alors, si vous pouvez, de grâce, vous abstenir un temps soit peu à contribuer à faire monter la tension, on sera très, très reconnaissant. En 2012, dans son rapport annuel, le Programme des Nations Unies pour le développement a considéré le Niger comme le pays le moins développé au monde. Pourtant, le pays dispose d'importantes ressources naturelles, notamment l'or, le fer, le charbon, l'uranium et le pétrole, dont la production qui était de 20 000 barils par jour en 2012 devrait en 2014 atteindre 80 000 barils par jour. Compte tenu de toutes les expériences que les Nigériens ont vécues et qui ont eu pour conséquence de provoquer le retard du Niger dans son développement, il est grand temps que dans un esprit patriotique et de démocratie participative, que tous les Nigériens, quelle que soit leur appartenance politique, se mobilisent pour booster l'économie du Niger afin de créer les conditions d'un décollage économique et social. Il est donc grand temps d'unir nos forces afin de relever les grands défis qui attendent le Niger en appuyant le programme de développement économique et social PDS 2012-2015 et l'initiative 3N avec lequel le Niger attend plus de 2400 milliards de francs CFA. Et comme l'a souligné le président de la République, il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui n'ont pas d'objectif. Le peuple nigérien a des objectifs clairs. Il sait où il va. Aidez-le à avoir des vents favorables pour mener le bateau Niger à bon port, au port du développement économique et social.